Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Jusqu'à présent, dans le monde de la console de rétro-émulation chinoise, on pouvait un petit peu distinguer deux univers. D'un côté, on avait les consoles de jeux qui étaient très moches mais très performantes, et d'un autre côté, on avait des consoles qui étaient fort jolies mais qui souvent avaient des performances complètement en retrait. C'était un petit peu compliqué d'avoir un chouette design et de la puissance, tout ça dans un même produit. Enfin ça, c'était avant, puisqu'aujourd'hui on va tester la Pokidi RGB20, une console de rétro-émulation qui essaye de concilier chouette design et bonne performance. Alors est-ce que le pari est réussi ou pas? C'est parti pour le test. Et c'est parti donc pour le déboîtage de la Pokidi RGB20. Un grand merci bien sûr à Banggood de m'avoir envoyé cet échantillon. En plus, ils m'ont envoyé le modèle 128 Go. Sachez que vous avez des modèles à 256 Go et à 64 Go également, mais que la seule différence notable, ce sera la capacité de la micro SD qui est fournie. Rien ne vous empêche donc de vous procurer le modèle 64 Go et de mettre une carte plus grosse ensuite et de mettre une image compatible. Toutes les images Odroid Go Advance seront compatibles parce qu'en fait, ce produit est une Odroid Go Advance. À l'intérieur, on retrouve exactement les mêmes caractéristiques et le même écran. Donc tout ce qui est compatible Odroid Go Advance est compatible avec la Pokidi RGB20. La seule chose qui change finalement, c'est un petit peu la coque externe et peut-être la qualité de la dalle d'écran. Mais tout ça en bien, c'est-à-dire que vous avez la puissance d'une Odroid Go Advance et un look sympa. Une chose qui faisait un petit peu défaut justement à la Odroid Go Advance, qui n'était pas non plus hideuse, mais qui n'était pas aussi jolie. Vous allez voir que ce chouette petit produit de chez Pokidi. Alors justement, dévoilons-le immédiatement. On tombe immédiatement d'ailleurs sur le produit, qui est dans un petit sachet en plastique. On va y revenir dans un instant. Il y a une cale de plastique qui cache la connectique, qui est du USB type C. Ça, c'est vraiment très très cool. Et on a un petit manuel d'utilisation qui est assez basique, qui donne les instructions de base en anglais. C'est pas avec cette notice que vous allez devenir une bête dans l'utilisation des consoles de rétro-émulation chinoises. Donc c'est un produit qui s'adresse, je pense déjà, à un public un petit peu averti sur ce genre de produit. Je vais vous expliquer ça dans un instant, pourquoi je dis ça. On va d'abord regarder le produit en détail. C'est parti. La console est protégée par un petit sachet de protection tout simple. Voilà, je vois pas de film écran sur l'écran, donc c'est le sachet qui fera office de unique protection pour l'appareil, mais c'est très joli. C'est vraiment la première chose que vous allez vous dire en sortant le produit de la boîte. C'est très joli. Moi j'aime bien ce design qui est presque carré. C'est un rectangle en réalité un tout petit peu vertical, mais comme ça, si on regarde rapidement, on pourrait presque se dire que c'est un carré. Ils auraient presque pu essayer de faire un carré et d'appeler ça la Game Square pour faire un clin d'œil à la GameCube, ça aurait pu être rigolo. Mais là, le clin d'œil est appuyé vraiment vers la Famicom. On retrouve cette couleur rouge et dorée qu'on trouvait bien sûr sur la Famicom. Avec une croix directionnelle qui fait penser à celle de Nintendo, peut-être un petit peu plus molle quand même, mais ça va, agréable néanmoins. Des boutons d'action un peu petits, mais on est sur une console de poche, c'est logique. Et puis en plus, ils en ont mis 4. Un stick cliquable qui est plutôt quali et agréable au toucher en tout cas, des boutons Select Start. On a plein de boutons en dessous aussi, L3, 2, 5, R3 là, qui permettront j'imagine pour les consoles à émuler qui ont besoin de beaucoup de touches, d'avoir des touches supplémentaires, mais surtout je pense pour naviguer dans les menus d'interface de la console, parce que ce sont des petits boutons qui sont un peu excentrés, pas faciles d'accès. Quant aux boutons latéraux, ils sont dans des petites alcôves qui se trouvent à l'arrière du produit. On en a 2 dans chaque alcôve, donc ça nous fait L1, R1 et L2, R2. Bon, c'est pas les boutons les plus accessibles du monde. Vous voyez que mes doigts sont quand même assez recroquevillés pour appuyer sur les boutons les plus à l'extérieur. Mais bon, au moins ils ont le mérite d'être là. Même si j'aurais bien aimé que les alcôves aillent plus en profondeur, limite même à la rigueur qu'il y ait une indentation qui fasse toute la largeur de la console pour avoir des boutons plus larges et un petit peu plus en profondeur. Mais bon, voilà, ce sont des petits détails d'ergonomie. Au moins, on a tous les boutons possibles et imaginables pour l'émulation. Il manque finalement que le stick droit pour être sur un full setup de boutons pour de l'émulation. Mais vous allez voir que vu les consoles émulées, un seul stick, à mon avis, était le meilleur choix. Au niveau de l'interface hardware, on a 2 boutons sur le côté gauche de la console pour allumer et éteindre le produit et revenir au menu, un bouton reset. Et sur le dessus, on a l'ensemble de la connectique, à savoir une prise casque, une fente pour mettre la micro SD, donc celle qui est fournie sur ma version de la console, c'est une 128 Go,
un connecteur USB type C, entre autres pour recharger la batterie ou pour se connecter à un appareil comme un ordinateur par exemple, un voyant d'indication et un interrupteur pour le Wi-Fi, et ici une deuxième prise USB type C pour brancher par exemple une manette de jeu. C'est pour ça qu'il est inscrit OTG juste au-dessus. Et c'est tout. Voilà, donc pas mal de choses, mais pas non plus une surabondance qui rendrait le produit complexe. Moi j'aime beaucoup. Écoutez, on va pouvoir commencer à jouer. Donc ici, vous voyez qu'on a un bel écran IPS et ici, un petit haut-parleur mono. Mais vous aurez de la stéréo si vous vous branchez un casque stéréo ici. La console tourne sous Emuelec et affiche bien sûr une interface de chez Emulation Station, avec ici un thème comic books assez sympatoche. Et il y a déjà pas mal de consoles préinstallées. Vous voyez, c'est PS1, 2 et 3, la Dreamcast, la Game Boy Advance, Color, la Mega Drive, Sega Genesis, c'est le nom de la Mega Drive aux States, bien sûr, les bandes d'arcade MAME, la Master System, la Mega Drive, la N64, la NES, la PC Engine, des ports j'imagine, de jeux PC. Là, je peux voir Rick Dangerous, par exemple, la PSP, la PlayStation, Residual VM, je sais pas ce que c'est, ça doit être un truc un peu comme Scum VM, donc là par exemple je distingue Myst, là-haut si je ne me trompe pas, Scum VM bien sûr, pour les fanats de Monkey Island, ça sera très cool, et la Super Nintendo évidemment. On peut aussi afficher l'ensemble des jeux qui sont présents dans l'interface de la machine, comme ça on peut s'amuser à chercher un jeu sans être obligé de les diviser en différents systèmes. Et on peut gérer des favoris. Voilà. Donc je vais commencer par jouer à quelque chose de très simple, peut-être de la Mega Drive ou de la Super Nintendo. Et ensuite, bien sûr, on va attaquer les systèmes les plus gros pour voir un petit peu comment ils tournent sur une telle bécane. Allons-y. Oh, regardez, ils ont mis un petit son de boot comme c'est mignon. Du coup, on se retape le même son 2 fois de suite. Alors, je fais pause juste un instant pour vous expliquer pourquoi je démarre d'abord avec de la Mega Drive, et pas par exemple avec de la Super Nintendo. L'écran de cette petite machine fait 640 par 480 pixels, et la Mega Drive, elle, fait 240 par 320, c'est-à-dire que, en fait, on est en résolution 2 pour 1. Donc là, on a un pixel perfect sur l'écran, et c'est pour ça que la Mega Drive est intéressante, parce qu'il n'y aura pas de scaling dégueulasse qui va être fait sur le jeu. Donc c'est vraiment histoire de voir ce que ça donne quand on a une image comme ça, pixel perfect. Ça n'est pas forcément le cas pour toutes les autres machines. Voilà pourquoi j'ai choisi la Mega Drive en premier. Le son crache bien sur le petit HP central, ça va. Par contre, on ne peut régler le volume sonore qu'en faisant une combinaison de touches. C'est-à-dire en restant appuyé sur Select et en appuyant sur haut et bas sur la croix directionnelle. C'est très dommage. J'aurais préféré une bonne vieille molette ou au moins un bouton plus-moins directement sur l'interface. Peut-être qu'à vouloir trop simplifier l'interface, ils l'ont complexifié à certains moments. En tout cas, là, les couleurs sont plutôt pas mal. Peut-être un petit peu trop saturées. Mais bon, dans les jeux vidéo, c'est toujours flatteur pour la rétine d'avoir de l'image saturée, donc on va pas trop se plaindre. Est-ce qu'il y a du lag dans les contrôles? Je vais essayer de faire un niveau bonus. Ça va immédiatement me permettre de le déterminer ou pas. J'ai pas l'impression, ça répond très bien. On va aller dans le petit labyrinthe. Quand j'appuie, ça tourne tout de suite, pas de souci. C'est fluide, il n'y a pas de screen tearing ou de choses comme ça. On est sur un produit qui a de la performance, on le sent tout de suite. Maintenant, évidemment, on va peut-être tester des consoles un petit peu plus demandeuses que la Mega Drive pour déterminer si on a vraiment du jus dans la bécane. C'est parti. Bon, je me doute que la PlayStation va bien tourner. La PlayStation, maintenant, ça s'émule les doigts dans le nez, limite presque par une calculette. Donc on va immédiatement passer à la Nintendo 64, qui, elle, est déjà nettement plus délicate à faire tourner.
On va se mettre un petit Mario 64, évidemment, hein, le jeu des familles. Et puis ça va me permettre de tester le stick en même temps. C'est vraiment le jeu emblématique de la console, hein. Ça et Ocarina of Time, bien sûr. Quelques petits grésillements au niveau sonore. Bon. Ça, c'est peut-être plus lié à l'émulateur qu'à la console. In-game, ça a l'air plutôt propre. Ah, là, je commence déjà à voir que en termes de framerate, c'est pas l'idéal, mais c'est pas catastrophique non plus. On doit être à 30-35 FPS pour un jeu qui nativement pouvait aller à 60 hein, sur la vraie console. Hein. Et bon, si je suis en 35 FPS constant sur Mario 64 sur une petite bécane chinoise à 100 balles comme ça, je m'estimerais déjà plutôt satisfait. On va essayer de jouer un peu. C'est jouable en tout cas. Et en plus, ils ont mis le bouton pour faire les sauts en longueur dans le fond, donc beaucoup plus accessible. Ça fait plaisir. Aïe. C'est pas du full speed, mais franchement, on n'en est pas loin. Et c'est jouable surtout. Alors, est-ce que je peux marcher avec le stick? Oui, je peux. Je peux doser la puissance. Il y a une zone morte qui est peut-être un peu grande par rapport à la N64. Vous voyez, sur les diagonales, parfois, Mario, il marche au lieu de courir. Bon, ça, c'est peut-être des réglages à faire dans l'émulation, mais voilà. Des petits trucs comme ça hein, qui peuvent arriver sur la N64. Rien de vraiment deal-breaking pour le moment. Bon, là, ça rame déjà un peu plus. Il y a plus de choses à afficher. Ouais. Ah, là par contre, c'est un peu plus la galère. Bon, la Nintendo 64, ça passe. Mais c'est un peu juste quand même. Hein. Faudra pas placer trop vos espoirs sur cette bécane-là. On va voir ce que donne la Dreamcast. Voilà, donc là, je viens de mettre Sonic Adventure 2. Je sais pas si on peut passer les cinématiques. Oui, on peut. Et là, paradoxalement, c'est beaucoup plus fluide. Bon, je vais pas jouer pendant des heures, surtout que Sonic Adventure 2, il est un peu long à se mettre en route, mais c'est beaucoup plus fluide que la N64. Ce qui veut dire que la N64, si elle rame, c'est pas tant que la machine n'a pas assez de jus, n'a pas assez de puissance, c'est que les émulateurs n'ont pas encore fait assez de progrès sur ce genre de petites bécanes pour pouvoir compenser la petite taille de leur proco. Quoi. La N64, ça reste une machine qui tourne vraiment bien quand on a une machine de tueur. Évidemment, sur des petites bécanes comme ça pouvait pas être le cas. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est largement mieux que ce qu'on a sur la plupart des produits à 50 balles. Mais bon, c'est normal en même temps. Hein. Celui-ci coûte quand même pas loin de 100 balles. Hein. Peut-être même que par moment, selon les variations de valeur des monnaies, le produit passe au-dessus des 100 euros. Donc, évidemment qu'on devait s'attendre à avoir mieux que les produits entrée de gamme. C'est le cas, mais c'est pas non plus la panacée. Hein. Faut pas rêver. Bon allez, histoire de sortir un petit peu du spectre des consoles, on va se faire un petit jeu d'arcade en 2D, hein, histoire de voir notamment si les contrôles et la croix directionnelle sont suffisamment bons pour ce genre de truc. On va mettre Street Fighter Alpha 3 parce que c'est un des rares jeux d'arcade que je maîtrise à peu près sur le bout des doigts, on va dire. Allons-y. En tout cas, le son sort vraiment propre. Ça, c'est déjà un avantage. Hein. Et l'écran aussi est très joli, hein. L'IPS, franchement, on a des angles de vision, regardez ça. Je peux vraiment aller dans toutes les directions, ça reste parfaitement lisible. Et plutôt fluide aussi, hein, donc ouais, ça c'est. Ouais, là c'est nickel. Hein.
L'émulation arcade, elle est super bien maîtrisée sur ce genre de produit maintenant. Hein. C'est limite presque plus intéressant d'acheter ces machins-là pour jouer à des jeux d'arcade. Attendez, il faut que je mette des crédits. Voilà. Que pour les consoles. Hein. Bon, on va tout laisser par défaut, on va pas se prendre la tête. Voilà, moi ce que je veux, c'est essayer de faire des boules de feu. Arrête de spammer les boules de feu. Ah, c'est nickel. Oh là là, la fluidité. Ouais, la boule de feu elle sort bien. Hein. Évidemment, hein, les puristes me diront, mais ça se joue avec un stick, ce genre de jeu. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais le but, c'est de voir, est-ce que je peux sortir la plupart des coups spéciaux à la croix. Ouais, regardez, même les Shoryuken. On va essayer de faire un super... Voilà, j'y arrive aussi. C'est pas aussi simple qu'avec un stick. Mais hop, regardez, j'en ai sorti 2 d'affilée quand même. Hein. Donc il y a moyen de se faire plaisir quand même avec ce produit-là. Hein. Évidemment, il ne faudra pas être trop exigeant sur les consoles les plus demandeuses, celles notamment qui balancent une masse de polygones texturés, filtrés et tout ça. Mais à part ça, c'est la joie, hein, franchement. Regardez ça, là, je suis en 60 FPS constant sur de l'émulation de borne d'arcade quand même. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. C'est pas un produit qui va révolutionner le monde de la rétroémulation, hein, la RGB20 de Pokidi. D'autant plus que, en fin de compte, à l'intérieur, c'est une Odroid Go Advance. Une Odroid Go Advance avec un design quand même super réussi. Hein. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu sur ce produit. C'est son look Famicom. Sachez qu'il existe aussi d'ailleurs un skin NES, mais c'est juste magnifique, quoi. Le look Famicom, là, rouge et doré, ça a vraiment un côté années 80 auquel il est difficile de résister. Indéniablement. J'aime beaucoup le look de ce produit, j'aime beaucoup aussi la qualité de l'écran et du haut-parleur, mais surtout de l'écran qui est vraiment magnifique. Hein. C'est un IPS VGA, très très beau avec des super angles de vision. Regardez, même de la Game Boy, qui a une résolution forcément très basse, hein, ça passe bien net, le bord des pixels est bien défini, il n'y a pas d'effet de flou, il n'y a pas d'effet de ghosting ou de choses comme ça. C'est parfait. Hein. Alors après... c'est pas non plus le produit parfait. Hein. À 100 €, n'espérez pas faire tourner hyper fluide la N64 ou la Dreamcast. Vous pourrez faire tourner fluide jusqu'à la PlayStation 1 sans problème. Au-delà, il faudra aller taper dans les produits de chez GPD qui coûtent 3, 4, à parfois 8 ou 9 fois plus cher. Quoi. Donc forcément, on n'est plus dans le même budget et dans le même niveau d'exigence. Ça va de soi. L'autre truc peut-être un peu négatif sur ce produit, c'est la difficulté de rajouter des jeux. Attention, si vous n'êtes pas fortiche dans ce domaine, ça n'est pas le produit le plus simple. Si vous mettez la carte SD dans un PC, vous ne pourrez pas voir la partition qui contient les jeux parce que c'est une partition Linux, à moins que vous ayez un PC Linux, ce qui m'étonnerait. Donc il faudra le faire via le Wi-Fi, par ici, et en fait, une fois que vous êtes connecté en Wi-Fi, cette bécane apparaît comme une machine sur le réseau. Et là, vous verrez la partition qui contient les ROM comme ça. Donc forcément, ça vous compliquera un petit peu la tâche. Pour ça, il y a peut-être des produits plus simples. Donc vraiment, moi je pense que ce produit s'adressera aux gens qui veulent des finitions nickel, un chouette design et un très bel écran. Et pour ce prix-là, franchement, vous serez servi à ce niveau-là. Mais si vous cherchez quelque chose de simple et de moins prise de tête, quitte à perdre un peu notamment en qualité d'écran, il y a d'autres solutions 2 fois moins chères sur le marché. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos exigences que vous déciderez si ce produit vaut le coup ou pas. Mais indéniablement, le côté nostalgique, Famicom, joue beaucoup en sa faveur. Et bien voilà, c'était le test de la RGB20 de chez Pokidi. Si c'est pas une console qui révolutionnera le genre en termes de perf, c'est une console qui est quand même performante justement, et qui a un chouette look en prime, donc un petit combo qui plaira aux amateurs, pour peu qu'ils soient capables néanmoins de trouver le système pas trop complexe pour rajouter des jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!